autour des règles, les femmes... Die Menstruation herum leiden Frauen vielleicht unter Gereiztheit, Angstgefühlen. Das war schon immer so und war der Grund für Ehekrisen. Alors on a créé le syndrome dysphorique menstruel. C'est pas beau ça? Retenez bien, le syndrome dysphorique menstruel. C'est-à-dire qu'au moment des règles, vous avez une dysphorie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il faut remonter au grec, c'est pas bien précis. Bon, on peut traduire ça en disant que vous avez un comportement un peu instable dans cette période-là. Mais ça se traite. On va traiter ça. Avec quoi? Et là, vous tombez de votre chaise. Ça s'est passé aux États-Unis. Why live this way another month? Tell your doctor about any medications you're taking, or if you're pregnant, nursing, or plan to become pregnant. Some women may experience side effects. Il y avait un médicament contre la dépression très connu qui était le Prozac. Le Prozac est arrivé en bout de brevet, il rapportait plus rien au laboratoire. Alors boum, 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 100 articles publiés sur le syndrome dysphorique menstruel pendant 1 an dans 30 journaux. Des visiteurs médicaux qui vont distribuer des extraits pour apprendre aux médecins ce qu'ils ne connaissaient pas, le syndrome dysphorique menstruel. Et apparaît la solution, la nouvelle molécule qu'on va vendre, car c'est la même que le Prozac avant, exactement, le dosage, tout est pareil, sauf la couleur, qu'on va vendre 4 fois plus cher. C'est bien normal, puisqu'on se traite que pendant 5 jours par mois, il faut rentrer dans ses frais. Voilà. C'est renversant. C'est renversant, c'est diaboliquement malin. Doctors can now treat PMDD with the first and only prescription medication. If you develop a rash or hives, call your doctor right away, because this can be a sign of a serious medical condition. Il y en a qui ont remarqué, effectivement, parmi les firmes pharmaceutiques, qu'il y a une hypothèse intéressante qui serait non pas de s'épuiser ou de s'échiner ou de s'efforcer à trouver des solutions, à trouver un nouveau médicament pour un problème de santé, mais tout simplement, avec les médicaments qu'elles ont déjà, inventer un problème de santé qui conviendrait, entre guillemets, aux médicaments. Donc ça renverse le système, ça renverse la pensée. Elles ont un portefeuille, comme elles disent, de médicaments qui est utilisé pour ceci ou cela, ou qu'elles ont développé et puis qui vraiment ne passe pas la barre parce qu'il n'est pas assez intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer ou faire croire à une maladie ou un problème où ce médicament rendrait service? Imaginez que vous soyez fabricant de voitures ou carrossier. Votre objectif ne serait pas de fabriquer des chariots pour les cul-de-jatte. Il s'agit de fabriquer des voitures les plus attractives possibles pour ramasser, vous ouvrir ou maintenir les marchés les plus importants. Toute la problématique des industries en général, l'industrie pharmaceutique en particulier, c'est la même. Autrement dit, ce qui va cibler les efforts de l'industrie ne sont pas les problèmes de santé publique, ne sont pas les malades, ce sont les marchés possibles. Les marchés possibles les plus intéressants pour elle, où elle vendra beaucoup et le plus cher possible. Donc les firmes, dans cette ambiance de concurrence, à la recherche d'élargir toujours le marché, ont intérêt à faire évoluer les critères diagnostiques de la maladie. C'est clair que la plupart des gens ont une hypertension artérielle normale, puis quelques-uns, une petite proportion à 16 ou 17, comme on dit, 170 mm de mercure, puis encore moins ont 18 ou 180, et encore moins, etc. Selon le seuil qu'on choisit pour définir l'hypertension, il y a plus ou moins de patients, c'est-à-dire de clients, et donc plus ou moins de chiffres de vente et de marché. Donc, logiquement, beaucoup de firmes pharmaceutiques sont intéressées en tout cas, à ce que les critères de définition des maladies soient toujours plus élargis dans la durée et surtout dans les seuils, dans la définition de la maladie. Et pour 1000 adultes qui ont une hypertension au-delà de 160-90 mm de mercure, prendre le traitement antihypertenseur bien choisi, qu'on prend bien, au bout de 4 à 5 ans, sur les 1000, il va y en avoir 10 ou 20 qui auront évité un accident cardiovasculaire. Alors pour ces personnes-là, c'est très bien. On est content, prescrire est content d'avoir évité ça. Mais il faut avoir tout de même en tête l'ordre de grandeur. La grande majorité des personnes auront pris le médicament sans bénéfice pour leur santé.
Bénéfice pour la firme, ça c'est sûr, mais pas pour leur santé. Et on comprend que si on baisse encore le seuil de l'hypertension, on va traiter encore plus de gens qui auront encore moins de bénéfices. Par contre, on va augmenter le nombre de gens exposés aux effets indésirables des médicaments, et puis on augmente le marché, bien entendu. I was active, eating healthy. I thought I was in great shape. So I was surprised when my doctor told me I still had high cholesterol. That really hit me and got me thinking about my health. I knew I had to get my cholesterol under control. I thought I was doing enough to lower my cholesterol, but I needed more help. What are you doing about yours? In the extreme, what they've been able to do is to persuade everybody. En poussant les choses à l'extrême, l'industrie pharmaceutique a réussi à nous convaincre que le taux de cholestérol des gens de 25 ans doit être la norme pour tous. Mais en prenant ce taux pour référence, on constate que 95% des Français et des Allemands, par exemple, sont techniquement malades. Du point de vue de l'industrie, c'est merveilleux. C'est un marché phénoménal. Ils peuvent dire à des masses de gens qu'ils doivent prendre des statines pour abaisser leur taux de cholestérol et ainsi réduire leur risque de crise cardiaque ou d'infarctus. Alors qu'on sait que si on n'a pas d'autres facteurs de risque, si on n'a pas déjà eu un infarctus, si on n'est pas en surpoids, si on ne fume pas, prendre ce type de médicament augmente au contraire votre risque de mourir. La dernière révision des normes anti-cholestérol américaines a eu lieu en 2001. Or, 9 des 14 experts qui ont fixé ces nouvelles recommandations avaient des liens financiers avec l'industrie pharmaceutique. C'est très important car ces nouvelles directives ont quasiment triplé le nombre d'Américains devant prendre des statines. On est passé de 13 millions à 36 millions. Et la plupart des 23 millions de personnes à qui l'on recommandait du jour au lendemain de prendre des statines n'avaient pas de maladie cardiaque. One in 5 people has high cholesterol. Millions need treatment. The cholesterol community, what becomes known later to their critics as the cholesterol. La communauté du cholestérol, que ces critiques appellent la mafia du cholestérol, ne cherche pas simplement à montrer que la gestion du cholestérol conduit à des progrès dans le traitement des maladies cardiaques. Mais elle veut passer un message très fort aux Américains à plusieurs niveaux. Le niveau des individus consommateurs, celui plus spécifique des patients et celui des prescripteurs. Et donc, ils utilisent toutes sortes de moyens pour que la population se préoccupe du cholestérol. La campagne « Connaissez votre taux » vise à ce que les Américains s'identifient à leur taux de cholestérol, que chacun en ait conscience. Les médecins vont donc mesurer le taux de cholestérol, ce que les patients demandent. Si le taux est un peu élevé, le médecin va dire « Monsieur ou Madame Jones, vous avez du cholestérol, revenez dans 3 mois, et pendant cette période, faites de l'exercice, mangez moins gras, et on verra si le taux a baissé. » Le plus souvent, le taux ne baisse pas beaucoup avec ces changements de style de vie. Et là, le docteur va dire « Ah, ça n'a pas baissé. Je vais vous donner un médicament anti-cholestérol et vous n'aurez plus à vous en soucier. » Mais il rate complètement la cible car en changeant ses habitudes de vie, le patient a fait ce qu'il fallait pour réduire ses risques cardiovasculaires de 60 à 80%. C'est une intervention thérapeutique extrêmement efficace. Mais quand le médecin dit « on va vous donner un médicament et vous n'aurez plus à vous soucier de ces résolutions si difficiles à tenir »,
Ils se trompent d'objet car ils ne réalisent pas que le patient a fait ce qu'il fallait. L'exercice et la diététique ne font peut-être pas baisser le cholestérol, mais ils font baisser les risques cardiovasculaires. Bob Dole. Courage, something shared by countless Americans. Those who risked their lives, those who battled serious illness. When I was diagnosed with prostate cancer, I was primarily concerned with ridding myself of the cancer. But secondly, I was concerned about possible post-operative side effects like erectile dysfunction, ED, often called impotence. You know, it's a little embarrassing to talk about ED, but it's so important to millions of men and their partners. Bob Dole a perdu l'élection présidentielle américaine contre Clinton. Clinton non seulement était président, mais il n'avait sans doute pas besoin du médicament. Dole, lui, avait besoin d'argent pour rembourser sa campagne. Il est devenu le porte-parole de cette campagne d'information sur la maladie, puis le porte-parole du Viagra. C'était très important à cause de la stigmatisation. Il fallait vraiment quelqu'un de très respecté, de très conservateur. Vous ne pouvez pas choisir un hippie ou une vieille star du rock pour parler de la dysfonction érectile. Si vous voulez pénétrer le marché de l'Amérique moyenne, il faut un conservateur, car ils sont plus nombreux que les hippies. C'était la personne idéale. Sénateur, venant du Sud, ancien combattant, très respecté, parfait pour parler de la dysfonction érectile. Ça a vraiment convaincu beaucoup de gens qui se sont dit, si Bob Dole a le courage d'en parler, moi aussi je peux. Ich liebe meine Frau, weil sie beim Scrabbeln Wörter erfindet, die in keinem Wörterbuch stehen. Weil sie vom VfL Dortmund spricht, um mir beim Fußball zu imponieren. Und weil sie mich wegen meiner Erektionsstörung nicht unter Druck setzt. Ich will sie nicht verlieren. Darum gehe ich jetzt zum Arzt. With the production of a drug like Viagra, what you have industry doing... Avec un médicament comme le Viagra, l'industrie a réussi à nous convaincre que la moindre variation de rigidité de la verge, si elle n'est pas de 100% en toutes circonstances, constitue une dysfonction, une maladie qui requiert un traitement. It's an illness, and that it needs to be treated. Avant, il y avait un certain nombre d'hommes âgés qui avaient d'autres pathologies, avec pour conséquence d'être impuissants. Mais cela représentait un marché bien trop étroit pour un médicament comme le Viagra. Aujourd'hui, on pousse les adolescents à croire que si les choses ne sont pas parfaites à chaque fois, c'est qu'ils sont malades et que le médicament est la réponse à leurs problèmes. Peut-être que c'est la fatigue. Peut-être que c'est à cause du chien qui regarde. Peut-être que c'est le film qui a coupé mon élan. Peut-être que j'ai trop mangé. Peut-être que c'est à cause de la crise. Et si ça n'avait rien à voir ? Ne cherchez plus d'excuses. La majorité des patients souffrant de problèmes d'érection peut être traités, vous aussi. En ouvrant le journal à la page des sports la semaine dernière, j'ai vu une pleine page de pub pour Cialis.